Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, de la musique et des séries télé. Pour ce 39e numéro de Zap, j'ai voulu m'envoler vers un film qui marque clairement le spectateur, tant il est impressionnant lors de son visionnage. Je parle bien entendu du film La Mouche. Alors ne zappe pas, sinon je te transformerai en mouche et te chasserai avec une tapette géante. La Mouche est un film de science-fiction / horreur sorti en France en 1987. Il a été réalisé par David Cronenberg, à qui l'on doit Scanners et Vidéodrome. Il faut savoir que l'histoire originale de La Mouche est bien plus vieille puisqu'elle date de 1957. En effet, la nouvelle est parue pour la première fois dans la revue Playboy. Elle était écrite par George Langelaan. Un an plus tard, soit en 1958, une version ciné intitulée La Mouche Noire sort. Le réalisateur Kurt Newman a découvert cette nouvelle et flairant le potentiel, il souhaite l'adapter au cinéma. Robert Lippert, un producteur, est convaincu par le potentiel de la nouvelle et obtient donc pour Kurt un budget de 350 000 $ et 18 jours pour le tournage du film. Le film est un succès qui accouchera de deux autres suites beaucoup moins qualitatives, Le Retour de la Mouche et La Malédiction de la Mouche. Ce premier jet de 1958 reste assez fidèle à la nouvelle, mais opte pour une fin heureuse pour le personnage d'Hélène. Téléportation à part, numéro 1. Il faut savoir que la célèbre scène de la tête humaine prise dans la toile d'araignée aura nécessité 20 prises pour mettre la séquence en boîte. Cela est dû au fait que la tête humaine prise dans la toile provoquait l'hilarité lorsqu'elle disait « Aidez-moi ». Pour la version qui nous concerne, il faut attendre 1984 et le jeune scénariste Charles Edward Pogge qui va émettre l'idée de revisiter La Mouche Noire. Le producteur Kornfeld est immédiatement convaincu par le potentiel de cette idée. Lui et Pogge souhaiteront cependant modifier la transformation rapide en une mutation beaucoup plus lente et douloureuse. Ici, les corps ne s'interchangent pas, mais fusionnent. Les prémices sont là. Cependant, la 20th Century Fox détient toujours les droits et ce projet de remake ne les convainc pas. Mais Kornfeld ne désespère pas et dit à la Fox que c'est lui qui s'occupera de trouver un studio pour financer le projet et la Fox n'aura alors qu'à assurer la partie de la distribution. Kornfeld va donc contacter son ancien boss, Mel Brooks, mais ce dernier, après une lecture des 10 premières pages, ne sera pas convaincu du script. Il faudra attendre le lendemain qu'il ait lu l'intégralité du script pour qu'il accepte de financer le projet. Il reste donc à trouver un réalisateur. Téléportation à part, numéro 2. Dans un premier temps, la Fox a songé à Tim Burton pour réaliser le film. Ce dernier n'est pas encore connu, mais travaille pour Disney. En effet, il a déjà participé à l'animation de Rox et Rookie. Cependant, cette collaboration ne se fera pas. Du coup, c'est David Cronenberg qui est approché, mais ce dernier refuse car il est pris sur le tournage de Total Recall. Qu'à cela ne tienne, le script se retrouve donc dans les mains de Robert Bierman, qui accepte de s'y coller. Ouf! Mais, là encore, la vie en a décidé autrement, Bierman perd sa fille et finit par jeter l'éponge. Retour à la case départ. Mais la chance pointe quand même le bout de son nez et Cronenberg finit par prendre les rênes du projet. En effet, ce dernier s'est fâché avec De Laurentiis sur le tournage de Total Recall. Cela vient aux oreilles de Kornfeld, qui parvient à convaincre le studio de le recruter pour $1 million. En plus de ce beau cachet, Cronenberg négocie le droit de faire ce qu'il veut du script et de changer le lieu du tournage en le faisant prendre place à Toronto. Le film coûtera $15 millions et en rapportera un peu plus de 60 millions. Le film est également un succès critique de la part de la presse et du public. Aujourd'hui, soit 36 ans après sa sortie en France, le film est toujours considéré comme un chef-d'œuvre de la science-fiction. La Mouche a remporté l'Oscar des meilleurs maquillages en 1987. C'est mérité car Chris Wallace, connu aussi pour son travail sur les Gremlins dont j'ai déjà parlé juste ici, et Le Retour du Jedi a fait un sacré boulot, avec Stéphane Dupuis qui a lui travaillé sur Indiana Jones et la dernière croisade, et le film Je suis une légende. Chris Wallace est d'ailleurs le premier nom apparaissant dans les crédits. Le film leur doit beaucoup. Téléportation à part, numéro 3. Le film fut un tel succès qu'une suite vit le jour. Chris Wallace, qui était au maquillage pour le premier volet, passe ici derrière la caméra pour un résultat beaucoup moins convaincant. Mais savais-tu qu'hormis le cinéma, La Mouche avait aussi été une pièce d'opéra? Howard Shore, qui était responsable de la bande-son sur le film, se retrouva en 2005 aux commandes de ce projet. En effet, Placido Domingo, le directeur général de l'Opéra de Los Angeles, lui passe une commande, un premier opéra. C'est tout naturellement que Shore choisit d'adapter La Mouche avec la participation toujours de David Cronenberg. Mais quelques représentations ont eu lieu durant l'été 2008. Alors, de quoi parle La Mouche? Seth Brundle est un scientifique très talentueux qui, à l'aide de télépodes qu'il a créés, souhaite téléporter des êtres vivants. Après plusieurs essais, dont infructueux sur un animal, il va tenter de se téléporter lui-même d'un télépode à un autre. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Côté cast, on retrouve Jeff Goldblum dans le rôle du scientifique Seth Brundle. Tu as pu le voir dans Jurassic Park, dont j'ai déjà parlé juste ici, ou encore dans le très bon The Grand Budapest Hotel. Seth Brundle est un scientifique avec assez d'humour dans ses débuts, qui s'habille pareil tous les jours puisqu'on constate dans son armoire que tous ses vêtements sont identiques. Il est obsédé par son expérience au point de se mettre lui-même en danger. Une fois la téléportation exécutée, Seth verra ses aptitudes physiques se développer et son apparence se transformer. Téléportation à part, numéro 4. Le producteur Stuart Kornfeld
va donner à Cronenberg le nom de Jeff Goldblum pour le rôle principal. Mais Larry Gordon, qui préside la Fox, n'est pas d'accord. Il autorise cependant Brooks Film à engager Jeff. Le comédien signera son contrat Fox en 1985, seulement 2 mois avant le démarrage des prises de vue. Goldblum confiera qu'il avait peur de se perdre derrière le maquillage de la mouche et que le spectateur oublie qu'il y avait un être humain sous cette imposante prothèse. Pour Goldblum, son jeu était important car il fallait que le spectateur garde en tête qu'il s'agissait d'un être humain sous les prothèses et le maquillage et qu'il assistait impuissant à la mort de ce dernier. Téléportation à part, numéro 5, Jeff Goldblum confiera que ce tournage fut une véritable souffrance pour lui du fait justement de ce maquillage. En effet, il devait passer 5 heures par jour pour la pose des prothèses et du maquillage. Une lourde contrainte. Ensuite, nous avons le personnage de Veronica. Il s'agit d'une journaliste ambitieuse qui va être témoin de l'expérience de Seth. Ils vont ensemble développer une relation intime, relation qui va se transformer lorsque Seth fera les frais de sa malheureuse expérience. Expérience que mettra en boîte Veronica, chargée d'être le porte-parole de cette révolution scientifique avant qu'elle ne dégénère. Cette relation, prise dans les tumultes de la transformation, soulèvera plusieurs questions. Jusqu'où peut-on aimer et aider l'autre? Peut-on se résoudre à ne pas pouvoir sauver l'être que l'on aime? Quelle est la frontière entre le sentiment amoureux et la pitié? Ces questions font écho à la métaphore de la contamination par le VIH sur lequel le film a souvent été rattaché à tort ou à raison. Mais en tout cas, ces interrogations en effet impactent fortement le spectateur qui peut s'identifier facilement au protagoniste. Veronica est jouée par Geena Davis que tu as pu croiser dans le sublime Thelma et Louise ou encore dans Beetlejuice. Téléportation à part numéro 6. Par contre, le cast de Veronica fut très compliqué. Il faut savoir qu'en tout premier choix, Cronenberg pensait à Linda Hamilton de Terminator pour camper Veronica. L'actrice refusera en apprenant qu'elle devra jouer une scène où elle donnera naissance à une larve géante. Au final, c'est Goldblum qui convaincra Cronenberg d'engager Geena Davis pour le rôle. En effet, Geena à l'époque est la petite amie de Goldblum et leur complicité à l'écran lors des essais finira par convaincre Cronenberg de l'engager. Mais le producteur Stuart Canfield ne sera pas de cet avis et demandera à auditionner d'autres actrices. Faute de mieux, ce dernier se rangera du côté de Cronenberg, et tant mieux car le résultat est à la hauteur. Enfin, évoquons tout de même le personnage de Stathis Borans joué par John Gates. Stathis est le rédacteur en chef et ex-compagnon de Veronica. Ce triangle amoureux est le cœur du film car Seth fera l'expérience ultime pour impressionner Veronica et le père HR, et Stathis de son côté, par jalousie, tentera de récupérer Veronica et le père HR également. Ce qui est intéressant dans le développement de ce triangle, c'est que les rôles vont s'inverser. Veronica, qui fuyait Stathis pour Seth, va finalement trouver en Stathis un véritable pilier lors de la conclusion tragique, alors que parallèlement, la relation Veronica-Seth va se distendre sur le plan physique et sentimental. D'ailleurs, la mise en scène de Cronenberg traduit bien ce conflit entre les personnages, notamment entre le personnage de Veronica et Stathis. John Gates est apparu dans l'excellent The Social Network ou encore dans les séries comme Prison Break ou American Horror Story, Apocalypse. Alors, pourquoi on ne zappe pas la mouche? Premier point, pour ses effets spéciaux. Comme je lui disais plus haut, les effets spéciaux ont été récompensés et c'est mérité. Pour l'avoir revu récemment avant de faire cette vidéo, je confirme qu'ils ont très peu vieilli et qu'ils passent très bien les décennies. Certes, le film reste marqué par son époque très 80s du fait de ses vêtements, coupe de cheveux, mais du point de vue des effets spéciaux, il n'y a rien à dire, les différentes prothèses et le maquillage sont vraiment efficaces. En témoigne la scène où la mâchoire se décroche. Deuxième point, pour son écriture et ses thèmes. La mouche soulève différentes questions que j'ai déjà évoquées plus haut. Jusqu'où peut-on aimer et aider l'autre? Peut-on se résoudre à ne pas pouvoir sauver l'être que l'on aime? Quelle est la frontière entre le sentiment amoureux et la pitié? Mais il soulève aussi des questions sur comment accepter la dégénérescence de son corps? Qu'est-ce qu'une fin de vie digne? La mouche est un film visuellement dérangeant qui nous confronte à notre propre vision du changement physique, de notre rapport au vieillissement, au changement de notre corps. Il nous confronte au regard de l'autre, celui qui nous aime, qui partage notre vie. Quelle importance a notre apparence pour l'autre dans une relation? Quelle importance ont les caractéristiques physiques pour l'autre? Par exemple, lors de sa mutation, au tout début, Seth est très endurant sexuellement. C'est un plaisir au début pour Veronica, et puis quelques heures après, cela semble devenir un poids, car elle n'a pas cette même capacité physique que son partenaire. Alors, comment concilier les deux si cela durerait? Le film, en reprenant le thème de La Belle et la Bête, soulève toutes ces questions et nous laisse le soin de nous faire nos propres réponses. Le film traite également de la solitude, bien que Seth soit en couple avec Veronica, il est seul face à son corps, seul face à son destin, seul face à l'inconnu. Le film met en lumière la solitude à laquelle peuvent être confrontées les personnes atteintes de maladies, car au final le combat est mené par ces personnes en grande partie, et la peur de faire souffrir l'autre, l'entourage, peut conduire la personne à s'isoler davantage. Le film aborde également aussi de manière assez frontale la question de l'avortement, ce qui est pour l'époque assez révolutionnaire. Téléportation à part, numéro 7. Cronenberg réalise un caméo dans son film puisqu'il jouera le gynécologue qui s'occupera de Veronica lorsque cette dernière envisagera d'avorter et en fera ce fameux cauchemar.
A noter, l'écriture des personnages est ici très intéressante puisqu'elle rabat sans cesse les cartes laissant le spectateur dans l'incertitude constante. Ici, l'attachant scientifique devient la bête à abattre, l'ex-harceleur de Veronica devient la personne qui se bat pour la sauver, le spectateur ne sachant plus à quoi s'en tenir est plongé dans un climat de peur et de tension. Enfin, le film traite d'un thème fétiche de Cronenberg, le complexe de Dieu. En effet, à se croire exceptionnel, infaillible, l'ambition de Seth de vouloir changer la face du monde en transformant profondément la notion d'espace-temps pour l'homme va finir par voler trop près du soleil, Dieu, et comme Icare, Seth s'y brûlera les ailes. Troisième point pour lequel on ne zappe pas le film, pour son cast. Goldblum réalise une performance incroyable. Réussir à rendre plausible cette transformation et préserver l'humanité de son personnage était crucial pour que le spectateur se sente concerné jusqu'à la fin du sort de Seth. Et ici, il le fait haut la main. De plus, son alchimie avec Geena Davis est un vrai plus à l'écran car on ressent vraiment la complicité qui se dégage d'eux. Cela permet au couple du film d'être crédible et surtout de rendre déchirant le choix fait à la fin du film. Quatrième point, pour la gestion et son espace. Cronenberg, en utilisant les déplacements de ses personnages de manière minutieuse dans des espaces non communicants, marquera l'évolution des relations des personnages. En effet, il utilisera souvent un pilier, un rideau de douche ou encore des lignes verticales d'un paravent pour intensifier la notion de séparation entre Veronica et Statis. Le rideau de douche en est un des meilleurs exemples. Le champ contre champ permettra également à Cronenberg d'intensifier cet aspect-là. A l'inverse, l'utilisation d'un travelling simultané pour les personnages de Seth et Veronica montrera leur rapprochement physique, leur synchronicité. Cinquième point, pour sa musique. La musique de Howard Shore est noire, ténébreuse et entraîne le spectateur dans la descente en enfer de son héros. Vraiment, sans elle, le film n'aurait pas été pareil. Enfin, sixième et dernier point pour ses scènes cultes. De manière générale, il est difficile de garder une seule scène de ce film car c'est l'évolution générale des relations entre les personnages qui est intéressante à visionner. Mais il est vrai que certaines scènes de mutation assez graphiques marquent le spectateur durablement. Notamment la scène où Seth perd ses ongles, celle où il utilise sa salive pour dissoudre sa nourriture, ou encore celle de la transformation finale. Ces scènes ne sont qu'une infime partie des qualités indéniables de ce film, mais elles marquent. En conclusion, je te conseille fortement de regarder La Mouche. C'est un film intemporel qui n'a pas pris une ride, ce qui est assez drôle d'ailleurs quand on constate les thématiques qu'il aborde notamment sur les effets de la maladie et du temps qui passe et transforme notre corps pour le meilleur et surtout pour le pire. Le film est une œuvre majeure du 7e art car il ne sombre pas dans le grand guignolesque. Il est ainsi rendu crédible par son cast en béton, ses effets spéciaux terrifiants et sa musique qui distille ses notes mortifères sur le spectateur tout le long du film. Donc ne prends pas la mouche et ne le zappe pas. Le numéro 39 de Zap est terminé, j'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, like-le et partage-le. Je te dis à très bientôt pour un 40e numéro, avant je te proposerai un numéro sur Mission Impossible et un classement de la saga, mais en attendant, je te souhaite de prendre soin de toi et de passer de bonnes vacances si c'est le cas. Bye!